Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Stay Focused. Aujourd'hui, nous allons parler d'une saga qui me tient à cœur. On va changer un petit peu, on va pas aller dans les mangas, on va plutôt s'intéresser à de la BD franco-belge, puisque je vais vous parler de la saga Donjon. Mais Donjon, c'est quoi au juste ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un univers BD gargantuesque qui pourrait très bien être défini à travers ces quelques chiffres. 7 séries de BD, dont 3 principales et 4 annexes, un bonus, littéralement connu sous le sobriquet Donjon Bonus, qui est un jeu de rôle, 45 albums parus, un objectif de 300 tomes, 3 ordres de lecture possibles. La série a été commencée en 1998 et a subi 2 pauses. La première de 5 ans, entre juin 2009 et mars 2014, date à laquelle sortent 2 albums simultanés, et la deuxième de 5 ans également, donc entre mars 2014 et janvier 2020. Malheureusement, je n'en ai pas fini avec les chiffres, on reprend avec 2 scénaristes, 27 dessinateurs invités à participer au projet, entre 1 et 6 fois chacun. La saga a été traduite en 12 langues et adaptée en 3 jeux vidéo, et enfin, elle a 2 pages Wikipédia qui lui sont consacrées. Ok, maintenant que je vous ai perdu et que vous vous dites qu'il est impossible de rentrer dedans, je vais pouvoir commencer ma mission d'évangélisation et peut-être vous faire changer d'avis d'ici la fin de la vidéo. Donc je vais reposer ma question du début. Donjon, c'est quoi au juste ? Eh bien, dans cet univers, croyez-moi pas, mais on va parler d'un véritable donjon. Les 3 séries principales, Potron-Méné, Zénith et Crépuscule, correspondent respectivement à la création, l'âge d'or et la chute d'un seul lieu physique, un donjon. Nous y suivons à chaque fois un personnage principal différent, normal me direz-vous, car ces 3 séries sont séparées par quelques dizaines d'années au minimum. Ceci dit, les personnages principaux de chaque case sont également présents dans la série d'après, ce qui nous permet de lier d'autant plus les œuvres. Mais juste avant d'aller un peu plus loin, j'ai besoin de vous faire une petite précision pour que tout soit bien clair par la suite. C'est bon, vous avez sorti vos cahiers pour prendre des notes ? Bien. Chaque album possède une numérotation qui lui est bien particulière, qui correspond à son niveau chronologique. La numérotation va pour l'instant de moins 10 000 à plus 10 001 et on suppose que l'ajout de titre va faire augmenter ce chiffre assez vite. Maintenant que ça c'est fait, retour à la présentation de l'univers. Dans Potron-Méné, nous embarquons avec Hyacinthe, un tout jeune oiseau qui deviendra le fondateur et le gardien du donjon. À ce jour, cette série s'étend entre les niveaux -99 et -81 et compte 6 tomes. Étant une série se voulant représentative du passé, les scénaristes nous embarquent dans une ambiance très codifiée faisant référence aux œuvres dites de KPDP. Le jeune Hyacinthe, sorti tout droit de sa campagne natale, déménage en ville et ne supporte pas les injustices dont il est témoin. Il s'autoproclame donc justicier marqué afin de combattre un système corrompu qui règne sur les cités puissantes de son époque. Dans Zénith, Hyacinthe est donc toujours le maître du donjon et il va engager le nouveau personnage principal, Herbert de Vaucanson, un canard sans peur. Nous y faisons également la connaissance de Marvin, un dragon qui ne laissera personne indifférent. La période Zénith s'étire actuellement entre les niveaux 1 et 10, donc sur 10 tomes, dont 2 apparaître en 2022. Zénith se veut être le présent. On y retrouve ici un monde d'héroïque fantasy classique avec des quêtes, des donjons à parcourir, des évolutions de personnages et j'en passe et des meilleurs. Enfin, dans Crépuscule, la place est faite à Marvin le Rouge, un lapin, et nous voyons la déchéance de l'univers qui a décidément bien changé. Crépuscule prend l'échelle chronologique 100 et plus, puisque son premier tome correspond au niveau 101 et que son 9e tome, dernier sorti à l'heure où je vous parle, prend place dans le niveau 122. Et si je vous dis que le monde a bien changé, c'est tout simplement parce qu'une action a eu lieu entre Zénith et Crépuscule, et nous partons maintenant dans une ambiance post-apocalyptique où la survie individuelle prime parfois sur la survie collective. À côté de ces 3 séries, l'univers propose donc 4 séries annexes qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de la trame principale, mais qui sont des ajouts de choix pour parfaire sa connaissance du donjon. Allez, commençons par les extrémités. Donc au niveau moins 10 000 et plus 10 000, nous avons les 2 séries antipodes, plus et moins. Nous explorons là les temps les plus éloignés du donjon, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Ensuite, nous avons la série Donjon Parade, contenant actuellement 6 tomes qui portent tous la même numérotation. Ouais, je sais que ça commence à être le bordel dans vos tests. Et en plus, cette numérotation n'est même pas entière, puisque ces tomes se passent entre les niveaux 1 et 2 de Zénith, et sont donc tout simplement notés 1,5. Enfin, dernière série, mais la plus bordélique à mon sens,
Il s'agit de la série Donjon Monsters, série qui prend place un peu à tous les niveaux. En fait, le concept de cette série, c'est de nous présenter en one-shot un personnage secondaire d'une des 3 séries ou un personnage ayant eu un impact fort sur l'histoire principale, même si nous en entendons juste parler dans le lore de l'univers. Nous faisons donc des bonds dans le temps avec cette série qui va être très intéressante pour nous apporter du background et un peu de profondeur sur les 3 séries principales. Voilà, nous avons planté le décor de l'univers donjon, en tout cas chronologique pour chaque série, et j'ai pu vous parler un peu des trames narratives principales. J'avais vraiment à cœur de vous faire une vidéo sur ce sujet, car c'est clairement une œuvre qui m'impressionne. Déjà, l'ambition annoncée des 300 tomes est vertigineuse, et en voyant ce qui a été produit sur les 45 premiers tomes, je me dis que c'est clairement possible qu'ils réussissent leur pari. On sent alors très riche, on gratte à peine la surface, et avec le système Donjon Monsters, on peut se permettre de consacrer 1 ou 2 albums sur des éléments complètement annexes sans que ça fasse trop diverger les séries principales. Ensuite, on peut parler 2 secondes du staff de malade que porte la série. Les 2 scénaristes principaux ne sont autres que Lewis Trondheim et Johan Sfar, 2 grands noms de la BD franco-belge. Dans la BD graphie de Trondheim, on retrouve notamment des œuvres comme Les formidables aventures de Lapino ou Ralph Azam, et des séries autobiographiques comme Carnet de bord ou Les petits riens, mais c'est également un scénariste de renom à qui l'on doit quelques albums pour la collection Disney de Glénat. Véritable marque de fabrique du bonhomme, il nous présente à chaque fois un univers anthropomorphique où les personnages sont des animaux humanisés. Il est également très impliqué dans des collectifs, puisqu'il participe à la création de la maison d'édition L'Association en 1990 et qu'il s'installe à l'atelier Nawak en 92 afin de pouvoir travailler dans une sorte de cocon rempli d'autres auteurs de BD. Tout au long de sa carrière, il collabore avec pas loin de 80 autres auteurs. Bon, en même temps, je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, rien que sur le projet Donjon, il y a 27 dessinateurs invités. Ça va vite. Du côté de Johan Sfar, nous pouvons retrouver des œuvres telles que Petit Vampire, ses œuvres autobiographiques, Les carnets de Johan Sfar, ou encore Le chat du rabbin, peut-être son œuvre en solo la plus connue. Tandis qu'il s'illustre également au scénario avec des œuvres comme Merlin, ou en album de la longue série Blueberry. Il s'est également mis à l'écriture de romans et de scénarios de films, et il a également chaussé les bottes de réalisateur pour son film Gainsbourg, Vie héroïque, sorti en 2010. Avec tout ça, les 2 hommes touche à tout ont sérieusement dû galérer pour synchroniser leur agenda et avancer sur les donjons, puisque chaque tome est scénarisé en duo afin que l'œuvre complète soit une parfaite collaboration. Et pour compléter le tableau, on peut juste nommer quelques-uns des dessinateurs embarqués dans le projet. Nous retrouvons par exemple Nicolas Carabidas, Aubion, Christophe Blain, Boulet, Andreas, Johan ou encore Alfred. Bref, un beau petit monde quoi. Et encore, je vais passer sous silence la liste des coloristes qui font également partie de l'aventure, mais vous pourrez retrouver toutes ces informations dans les articles que je vous mets en barre d'infos. J'ai particulièrement aimé cette philosophie et cette façon de faire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en BD franco-belge, on considère qu'il faut un an de travail pour produire un album, depuis les premières esquisses du storyboard jusqu'à la parution en librairie. Faire intervenir autant d'artistes permet de paralléliser les productions et sortir régulièrement des albums pour inonder le marché et contenter les fans de la saga. Ainsi, avant la première pause, le collectif a réussi à sortir 34 albums en l'espace de 11 ans. Moi je dis belle perf. Au niveau de la production d'albums, le duo Trondheim-Sfar s'occupe ensemble du storyboard, mais laisse à chaque fois au dessinateur 2 planches de liberté. Chacun est donc libre d'apporter sa vision sur l'album, d'insister sur les moments qu'il préfère, ou de rallonger des combats par exemple. Alors, je vais pas vous le cacher, passer d'un style graphique à un autre, à chaque changement de tome peut perturber. Mais au final, on s'y fait bien, puisque les personnages de l'univers sont tous des animaux. On a donc moins besoin de repères, car, quelle que soit votre façon de dessiner, on saura reconnaître le canard blanc parmi tous vos gribouillis. Ceci n'est absolument pas un appel, ne m'envoyez pas vos interprétations de canard blanc. Je voulais aussi vous parler d'un élément qui m'a bien plu, et qui contribue à donner une notion d'unité dans toute la saga. À plusieurs reprises, les scénaristes nous offrent la possibilité de vivre un événement sous plusieurs angles, liant 2 voire 3 albums qui peuvent être lus en parallèle. À chaque fois, on se concentre sur un personnage différent et on voit une nouvelle facette de l'action. Ce procédé scénaristique n'est certes pas nouveau puisqu'il existe plein d'exemples de romans chorales avec ce procédé, mais la structure de la saga permet tout à fait d'inclure cette possibilité sans rompre la numérotation et l'esprit de chaque série principale. Oui, vous vous en doutez, il est plus facile de gérer une telle vision dans un donjon monster.
Seule exception à la règle, les deux albums de Crépuscule numérotés 110 et 111 sont sortis en même temps et peuvent être lus en parallèle. En parlant de lecture, penchons-nous un petit peu sur les différents ordres de lecture possibles. Je vous ai dit en préambule de cette vidéo qu'on pouvait prendre la saga dans 3 sens différents, et encore, les ordres dont je vais vous parler sont relativement logiques, et on peut tout à fait en trouver d'autres parce qu'après tout, avec une saga comme Donjon, fuck logic. Le premier ordre, qui est à mon sens le plus logique, le meilleur, celui qui fait sens, le seul, le vrai, l'unique, même si je vais vous en parler de 2 autres juste après. Bon, j'arrête, vous avez compris mon point de vue, je veux bien évidemment parler de l'ordre chronologique de parution. Après tout, c'est dans ce sens-là que les auteurs ont prévu leur saga, qu'ils l'ont pensée, qu'ils l'ont travaillée, qu'ils veulent qu'on la découvre, et surtout, lorsqu'on commence la série alors qu'elle n'est pas terminée, c'est l'ordre logique, puisqu'en général, un lecteur lit ses livres lorsqu'il les achète. Quoi ? Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as vraiment fait dire ce que j'ai dit ? En vrai, les gens, quand ils achètent des livres, ils les lisent ? Ah ouais, ah bah autant pour moi, je dois être une exception à la règle. Bon, désolé pour cette digression, on reprend. Alors, je suis d'accord, pour une saga comme Donjon, où pas moins de 7 séries s'entremêlent, il peut être difficile de raccrocher les wagons à chaque tome. En plus, on peut avoir nos séries préférées, et quand on s'enchaîne 3 Donjon Monsters de suite alors qu'on veut la fin de Crépuscule, ça peut être stressant. C'est comme quand on lit le Trône de Fer et qu'on a envie de passer tous les chapitres de Sansa. Mais encore une fois, cet ordre de lecture nous assure d'avoir toutes les clés pour comprendre le déroulement de chacune des séries, quitte à avoir un peu de foreshadowing. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'univers est assez dense et que les trames principales peuvent tirer sur le dramatique. Ce n'est donc pas plus mal d'avoir des petites récréations pour s'aérer, comme avec les donjons parades qui sont plus tournés sur l'humour. Ensuite, nous pouvons décider de lire les donjons par ordre de niveau. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, chaque tome possède une numérotation, non pas de publication, comme ça peut être le cas pour les mangas par exemple, mais véritablement par niveau qui correspond plus ou moins à une unité de temps. Je dis plus ou moins car, comme on l'a dit tout à l'heure, les albums 110 et 111 se passent en même temps, mais bref, dans l'idée, la numérotation nous donne une bonne idée de lecture. On commencera donc avec les antipodes moins, puis on continuera avec un tome de Donjon Monster avant d'attaquer Potron Miné, toujours entrecoupé de quelques monsters par-ci par-là, puis on se dirigera sur le premier tome de Zénith avant d'enchaîner tous les parades, et bref, vous avez compris, on suit les numéros jusqu'à Antipode plus. Avec cet ordre de lecture, on oublie complètement le foreshadowing, mais quelques situations peuvent retomber comme un soufflet parce que le secret du passé vous a été révélé en temps et en heure. Si je reprends mon exemple du Trône de Fer, c'est un peu comme si on vous disait d'emblée qui est la mère de Jon Snow. En arrivant à la révélation finale, c'est cool, mais bon, on le savait déjà depuis belle lurette. Par contre, ce qui est positif avec cet ordre de lecture, c'est qu'on ne s'embrouille plus à faire des sauts dans le temps. Quand on est avec des personnages, on les suit et on les lâchera qu'à la fin de la série. Quand d'autres tomes seront sortis, je pense que je me referai un marathon donjon dans ce sens-là. La meuf qui se contredit complètement. Enfin, dernière façon d'attaquer le morceau, il reste la lecture par série. Avantage, si on souhaite prendre un seul sous-ensemble de l'histoire, on peut clairement se contenter d'une ou 2 séries et d'avoir une histoire cohérente. Vous êtes fan de films de cap et d'épée ? Attaquez Potron Miné. L'Heroic Fantasy vous fait de l'œil ? Go sur Zénith. Vous appréciez particulièrement les ambiances post-apo et complètement pessimistes ? Crépuscule est fait pour vous. La seule chose qui vous intéresse, c'est de l'humour, penchez-vous sur Donjon Parade. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous ratez des albums géniaux. Après, si vous avez tous les tomes, déjà, vous êtes quelqu'un de bien, mais en optant pour cet ordre de lecture, il est possible que vous vous ennuyiez après avoir enchaîné 5 ou 6 OS de Donjon Monsters. Perso, je me risquerai sur cet ordre que si j'ai envie de me refaire les 3 séries principales sans perdre de temps sur la relecture de tous les tomes annexes. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo consacrée à la saga Donjon. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par un pouce en l'air, un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez commencé la saga, si vous la connaissez, ou au contraire si après avoir vu ma vidéo, elle vous tente ou pas. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, et puis on se revoit tout bientôt. Allez, ciao!